Donc, bonjour à Bonjour. tous. Merci d'être là pour cette présentation donc, de l'Odyssée de continuous delivery au sein de la Société Générale. Merci Euh, beaucoup parce que c'est en fin de journée quand même, ouais, il faut le dire. vous êtes Je pense courageux que tout le monde est d'être resté jusqu'au fatigué. bout. Donc, on va se présenter. Donc, moi, je suis Nicolas Bourgeois. Je travaille à la Société Générale, donc la DSI de GBIS. GBIS, c'est la banque de financement, investissement, banque privée, donc du groupe Société Générale. Et moi, plus particulièrement, je travaille dans le domaine des financements. Donc, c'est une équipe d'une quarantaine de personnes à Paris, une trentaine de personnes à Bangalore qui travaillent sur la plateforme IT qu'on va vous présenter aujourd'hui, la transformation sur laquelle on a opéré. Donc bonjour à tous, moi c'est David Caramello. Je suis Tech Lead Scrum Master. J'ai été recruté par Nicolas début 2014 pour opérer au sein des équipes la transformation qu'on va vous raconter aujourd'hui. Et moi, je suis Diego Lemos, je travaille pour Xebia. J'ai travaillé à la Société Générale dans le cadre du programme Continuous Delivery, dont le but c'était d'accompagner des équipes vers le Continuous Delivery. Et là, j'ai pu travailler dans le périmètre de Nicolas et avec David, en tant que coach technique. Voilà. Donc on va vous donner un peu de contexte sur avant cette transformation. Donc jusqu'en 2014, on était donc sur une plateforme de financement donc, qui gère tout ce qui est demande de prêt de nos gros clients. Donc c'était 2 modules applicatifs développés dans des technos Java J2E, du JSF, du Rich Faces et de l'Oracle. Ça vous fait rêver, ça, hein? Ouais, ça fait, C'est ça un fait peu la rêver. préhistoire, hein. En termes d'organisation, on est parti de quelque chose de très classique. On avait 2 équipes à Paris, une pour chaque module, et plutôt de la MOA côté Paris et du dev côté Bangalore. Donc vous imaginez bien qu'on passait les demandes à Bangalore, qui réalisaient, et ça revenait vers nous. Et puis en termes de vélocité et de rapidité de mise en production, on n'était pas du tout dans les standards de l'industrie d'aujourd'hui, puisqu'on faisait une mise en production tous les trimestres. Donc les applications dataient, hein, on est sur les applications qui dataient, qui ont commencé à être développées en 2006, donc ça fait plus de 10 ans. Et voilà ce qu'on avait, donc quelque chose de pas très sexy, qui était pas très performant non plus pour l'utilisateur. Donc voilà, ça a été un des éléments qui nous a dit qu'il fallait qu'on repense notre façon de faire et de changer carrément à la fois d'organisation et à la fois de technologie. Donc on a voulu changer. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi il y a un peu plus d'1 an, on a décidé de changer? Déjà parce que voilà, la plateforme avait presque 10 ans. Elle n'avait pas beaucoup évolué entre 2008 et puis 2013. Pourquoi? Parce que tout simplement, les marchés ont subi des secousses, des soubresauts, des crises que vous avez vues depuis ces années-là. Et donc, ça a fortement empêché des investissements côté IT. Donc, on a plutôt géré une plateforme pendant 5 ans. Et on s'est dit qu'il fallait, quand ça repartirait, qu'on accompagne le business, mais dans un environnement incertain, il fallait qu'on soit beaucoup plus proche et beaucoup plus agile. On a un business aussi donc, qui repart et une DSI des financements donc, qui est avec des outils vieillissants. Et enfin, on a beaucoup de processus qui n'étaient pas automatisés, qui étaient très manuels. Il y a eu des processus réglementaires qui sont ajoutés, pas d'argent pour les rajouter dans la plateforme, et à un moment donné, c'était plus gérable pour le métier. Donc le métier a dit, ça suffit, il faut qu'on soit plus efficace, donc on va investir dans la nouvelle plateforme. Il faut bien comprendre que comme les marchés ils sont fluctuants, il faut que la Société Générale puisse répondre rapidement au marché. Et dans l'état actuel des choses, ce n'était pas possible de se mesurer à la FinTech, en fait. Et ça, c'est l'autre partie en fait, du pourquoi maintenant. C'était côté DSI, il y avait aussi un fort push, une grosse envie de changer les pratiques. Donc, comme disait Diego, le centre agile existait depuis 2-3 ans. Et donc, ça a été, on va dire, l'occasion pour nous de rentrer directement dans ces nouvelles pratiques. Évolution aussi du niveau d'exigence de nos utilisateurs. On a des utilisateurs qui de plus en plus utilisent de nouvelles applications où il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin de guide utilisateur pour les utiliser. Donc ça aussi, il y avait une vraie rupture entre ce qu'ils utilisaient chez eux et les applications qu'on leur donnait au niveau de leur travail de tous les jours. On a un département IT en pleine transformation, comme je le disais, et donc une vraie envie de changer nos façons de travailler. Et c'est pour ça qu'on investit beaucoup sur le continuous delivery, l'agilité depuis plusieurs années. Donc on a vraiment, nous, dans notre environnement, dans notre contexte, voulu y aller, parce qu'on n'y était pas encore. Et enfin, une volonté de s'inspirer des gens du web et des fintech. Voilà, c'est le sujet du moment. On sait que l'IT, ça apporte de la valeur
pour ces grandes sociétés-là, c'est leur business model. Il n'y a pas de raison que ça ne vous apporte pas la même valeur. Donc c'est une prise de conscience de l'IT apporte de la valeur au métier et aussi qu'on a des nouveaux acteurs tels les fintech qui viennent grignoter notre business et en fait ils le grignotent grâce à leur plateforme informatique et la capacité de fournir cette plateforme informatique à des utilisateurs finaux pour qu'ils puissent plus facilement rentrer en contact avec des gens capables de les aider à se financer par exemple. Donc ça c'est Lending Club, c'est exactement ça. Donc si on veut ne pas se laisser dépasser par ces fintechs et essayer de se renouveler, c'est aussi un des éléments forts qui nous a poussé à rentrer dans ce mode continuous delivery et cette transformation agile. Alors, on a eu plusieurs challenges. On s'est dit au début, on ne va pas y arriver facilement. Et l'un des premiers challenges qu'on avait identifié, c'était la stack technologique. Vous avez vu au début que cette stack technique de l'ancienne plateforme était assez vieillissante. Et donc, avec nos architectes, on a imaginé quelle serait cette nouvelle stack technique. Donc, on est parti sur du RabbitMQ, CQRS, AngularJS, la décorrélation du front-end et du back-end, des choses qu'aujourd'hui, je pense, vous maîtrisez tous, mais que c'est quelque chose de très nouveau pour nous. Donc, quand on a vu arriver ça, on s'est dit, on a un vrai enjeu pour recruter les bonnes personnes et nous aider pour avancer et se transformer. Donc, on avait des gens en interne qui avaient l'expertise des anciennes technologies. Il a fallu les emmener vers ces nouvelles technos et puis on a recruté des personnes pour nous aider, type Diego, type David, qui à la fois nous ont emmené leur savoir-faire technologique et aussi leur savoir-faire sur les pratiques agiles. Et c'est grâce à eux et grâce à tous les autres qui nous ont rejoints qu'on a pu justement vraiment mener cette transformation dans l'équipe. Enfin, sur un peu un modèle que vous connaissez aussi sur le degré de complexité dans lequel on opérait, on est quand même sur une banque de financement où les process métiers sont très complexes. Une transformation organisationnelle avec les feature teams dont on va parler et le continuous delivery. Donc, dans ce modèle, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, voilà, nous on est entre le complexe et le chaotique. Et effectivement, ça a été parfois chaotique et parfois très complexe. Quatrième point, c'était l'investissement. On avait un investissement qui était tout de suite. Il fallait réagir par rapport aux demandes du métier et donc il fallait scaler, c'est-à-dire monter les équipes, partir de ce qu'on avait, mais aussi pouvoir augmenter le nombre d'équipes sur la plateforme, la nouvelle plateforme. Donc on a doublé de taille dans l'année et on savait que ce serait un défi de pouvoir le faire sans impacter notre roadmap et en livrant la valeur pour le métier. Donc on va y venir, ça a été un grand défi de l'année dernière. Et enfin, je dirais continuous delivery dit continuous deployment à la fin, et donc faire des releases fréquentes, au début une tous les 3 mois, et on vous montrera après comment on a fait pour arriver à des releases beaucoup plus fréquentes. Donc on savait très bien au départ que d'où on partait, ce serait compliqué. Mais attention. Mais attention, parce que c'est pas si simple. Quand on arrive dans une stack technique qui est extrêmement vieille et dont tous les utilisateurs connaissent par cœur l'outil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on doit maintenir un certain service. On ne va pas dire à la banque d'arrêter de financer pendant 1 an. On va aussi apporter une vraie rupture technique. On ne va pas repartir sur ce qui existe et essayer de migrer et tout. C'était quasiment impossible. On était trop loin. Donc il va falloir apporter cette rupture technique sans tout casser. Éviter l'effet Big Bang. On éteint d'un côté, on allume de l'autre. Évident. Et bien sûr, se fondre dans la masse. Se fondre dans l'environnement qui existe. Et bien sûr, et le plus important, c'est répondre aux besoins utilisateurs qui, des fois, quand on est informaticien, on dit « Ah, c'est chouette, on rajoute un bouton pour faire ça » et en fait, personne n'en a besoin. Donc, c'est vraiment un défi. Et c'est vraiment très important, ça me tient à cœur, qu'on réponde aux besoins de l'utilisateur. Mais comment on va faire ça ? Tout simplement, on va aller vers le continuous delivery pour délivrer plus souvent. Et bien sûr, répondre aux besoins et aller vite. Donc, mais avant de faire ça, il a fallu remettre à niveau l'équipe existante. Parce qu'il y avait déjà des développeurs en place qui étaient là depuis un certain temps, qui utilisaient des technos vieillissants, qui n'étaient pas forcément au goût du jour. Donc on a dû leur expliquer, avec l'aide de Diego, ce que c'était le BDD, le TDD, le DDD, l'amélioration continue, l'agilité, Clean code.
voilà, le clean code, le pair programming, la relecture de code, etc. Et bien sûr, tout ça avec des coding dojo, etc. Diego en reparlera un peu plus tard. Donc, je vous mets un slide, mais je pense que tout le monde sait comment ça marche. Donc, je vais passer extrêmement vite. C'est le fonctionnement d'une équipe Scrum. Alors, pourquoi on a mis Scrum avec, bien sûr, le débat Kanban, c'est plus simple, il y a moins de rituels. C'est juste que comme on était dans un environnement qui n'était pas agile, l'avantage de Scrum, c'est que ça posait vraiment des jalons. Et je pense que c'est une très bonne méthode pour démarrer dans l'agilité, car ça oblige à faire certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Bien sûr, idéalement, je rêverais qu'un jour on passe en full Kanban et on calcule le flow on calcule vraiment le flow des stories que l'équipe débite pour pouvoir avancer vraiment en full agile. Donc voilà le type de whiteboard qu'on peut trouver aujourd'hui dans les équipes de la Société Générale. Donc ça, c'est un tableau que j'ai fait. Donc ici, vous avez ce qui est à faire pour le sprint, ce qui est en cours, ce qui est terminé, ce qui est prêt à être livré en production. J'ai un peu piqué certaines idées à droite à gauche et j'ai rajouté, pour obliger les gens qui n'étaient pas habitués à prioriser leurs tâches, à faire des séparés en colonnes, enfin en ligne plutôt, une ligne très urgent, une ligne ça peut attendre et une ligne ça c'est nice to have. Donc voilà. Et bien sûr là vous voyez notre équipe, c'était l'équipe Spark de Game of Thrones. Alors, comme Nicolas l'a dit, au départ on était plutôt dans une organisation orientée composants. C'est-à-dire que chaque équipe, donc dans le financement, il y a plein d'étapes. Mais en fait, c'est un seul but, c'est de financer. Mais ils ont découpé ça en plusieurs applications. Donc chaque équipe était responsable d'un morceau du workflow d'obtention du deal, en fait. Et en fait, cette organisation pose quelques problèmes quand même. Parce que une équipe A, elle connaît très bien son application, elle se concentre sur ce qu'elle a à faire, l'équipe B aussi, mais il peut y avoir des disparités de niveau, il ne comprend pas trop ce que l'autre application fait, ce que l'autre équipe fait, ça peut créer des tensions parce que les deux applications doivent communiquer à un moment, donc on fait des réunions, on se met d'accord sur comment on va communiquer, après on arrive en prod, ça ne marche pas, bref, ça on sait que ça ne marche pas, et donc on arrête. Et on met en place ce qu'on appelle des feature teams. Alors, il y a un accompagnement, on explique ce que c'est la feature team et on essaye d'aller de l'avant. Mais comment on a fait ça? On n'a pas fait ça du jour au lendemain. Juste une petite parenthèse, feature team dans le sens, chaque équipe va délivrer des features. Okay, on ne fait plus cette histoire de moi je suis l'équipe back, toi tu es l'équipe front, lui il est l'équipe machin. Donc on donne une fonctionnalité à une équipe, ça se trouve la même équipe va devoir développer le back et le front. Donc au sein de l'équipe, on a toutes les compétences dont on a besoin pour délivrer la fonctionnalité entière, back, front et ainsi de suite. Et application A, application B, application C, il n'y a plus de frontières, on ne s'arrête plus. On est responsable d'un bout à l'autre. Donc, moi, j'ai fait partie de l'équipe laboratoire un peu, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Donc, on a mis en place un tech lead, un PO. On avait la chance d'avoir un UX qui était dédié pour justement améliorer tout ce qui était expérience utilisateur. On avait un QA. Moi, ma conviction, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de QA si on est vraiment agile et qu'on teste tout. Mais bon, pour la confiance des utilisateurs et de l'existant, on a quand même mis un QA. Et bien sûr, l'équipe de dev. Et donc, après, le challenge était de pouvoir monter en puissance. Avec, bien sûr, l'accord du management et leur appui. On a fait ça de manière assez douce. C'est-à-dire qu'on a intégré les équipes de dev au fur et à mesure l'équipe de dev. On a intégré des nouveaux membres dans l'équipe de dev pour leur transmettre un peu les valeurs qu'on voulait mettre sur le périmètre. Donc, nouveau dev, donc on doit délivrer beaucoup plus. Donc, du coup, on a doublé chaque poste, sauf le team lead. Donc 2 PO pour écrire plus de stories, 2 UX pour fournir des maquettes, etc. Et une fois que toute l'équipe était à l'aise, on a tout simplement splitté l'équipe en deux.
Donc au départ, vers la fin, ça faisait des grosses feature teams, ce qui n'est pas recommandé. Mais l'avantage, c'est que du coup, on est vraiment dans le même mindset et on a l'habitude de travailler ensemble à la fin, même si on n'est pas dans la même équipe. On se connaît et on discute et tout va bien. Et on a fait ça ainsi de suite. Et au final, on ne travaille plus pour une application, mais on travaille bien pour un produit unique. Donc, on a tous le même objectif, c'est de délivrer un produit pour l'utilisateur pour faire du financement. On n'a plus cette notion de « toi, tu es dans l'application A, je ne te parle pas », etc. Mais ça n'a pas été sans quelques murs, et là, je vais passer la main. Alors maintenant, on va parler de murs. Okay, il paraît que vous aimez les murs, c'est ça? Vous aimez vous prendre des murs? Alors, en fait, ce n'est pas si simple, parce que quand on met en place le Continuous Delivery, il faut adresser tout un tas de problématiques d'abord, avant de vouloir mettre en place tout d'un coup. Et moi, en tant que coach tech, donc là, c'est un peu la différence entre le coach agile et le coach tech. Moi, en tant que coach tech, je vais travailler avec les développeurs. On va faire des katas, on va faire du TDD, du BDD, on va travailler sur le design, on va se casser les dents sur le legacy pour essayer déjà de le tester et après améliorer son design. Donc, le premier mur, c'était... OK, j'ai fait des katas avec les équipes, les développeurs maîtrisent le TDD, mais ils arrivent en disant, écoute, tu es bien gentil, mais le TDD au sein d'un kata, dans le cadre d'un kata, moi j'y arrive. Mais quand je regarde dans mon application avec du code spaghetti, c'est un peu compliqué. Donc les gens ont commencé à me challenger en disant, est-ce que tu peux venir et coder avec moi dans mon application? Je regarde la gueule de l'application, bon, bah, c'est plutôt joli, OK, pourquoi pas. Mais quand on regarde sous le capot, c'était un peu comme ça en fait. Quand on regarde le code, la qualité de code, c'est un peu compliqué parce que, comme disait Nicolas tout à l'heure, c'était des fois des applications qui dataient d'il y a 10 ans. Donc après, effectivement, on regarde un peu, on essaye de comprendre, on essaye de mesurer un petit peu la qualité du code. Et nous, on était plutôt dans cette salle-là. On n'était pas trop dans cette salle ici. Là, alors, j'insiste, je parle vraiment de la partie legacy. Parce qu'avec les challenges, comme disait David, on a démarré une toute nouvelle plateforme from scratch avec le bon niveau de test, le bon niveau de TDD, BDD, le bon niveau de design. Mais, comme disait David aussi, il fallait se fondre dans la masse. Il y avait des applications, on ne pouvait pas décommissionner tout d'un coup. Donc, il fallait aussi maintenir le legacy, faire en sorte que ces applications communiquent ensemble. Et bien, du coup, c'était du code legacy de partout. Et c'était vraiment compliqué de le faire. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que quand on parle de continuous delivery, on parle d'essayer d'automatiser tout ce dont on a besoin. Et qui dit automatiser aussi les tests. Alors vous êtes d'accord avec moi, quand l'application est trop legacy, il n'y a pas assez de design, c'est hyper compliqué d'ajouter des tests unitaires. C'est hyper compliqué parce que quand on a du design, on arrive à isoler les composants. Alors que là, c'est hyper compliqué d'isoler des composants pour tester. Et donc là, on a le problème de la dette technique. On a beaucoup de dettes techniques et ça nous empêche de faire du continuous delivery. Le problème avec ça, c'est que c'est hyper compliqué d'aller expliquer aux clients, donc les gens qui nous financent, de dire, écoutez, on a de la dette technique, on a besoin d'un peu d'argent, donc d'un peu de temps pour payer cette dette. Il ne faut pas qu'on essaye de payer cette dette au mode best effort, parce qu'on est tous d'accord, on est entre nous, ça ne marche pas. Et donc, c'est hyper compliqué d'expliquer aux clients la notion de dette technique. Bon, bah, écoutez, il me faut, je ne sais pas, 2 sprints pour travailler sur ma dette. Non, je ne vais pas rajouter des user stories, mais faites-moi confiance, tout va bien se passer. C'est hyper compliqué d'avoir ce financement-là. Un autre aspect aussi, c'est la complexité accidentelle. Donc là, on a un peu le syndrome du développeur des années 2000, du développement des années 2000, qui était j'empile des choses, j'ai fait un truc hyper complexe. Alors, qui dit truc complexe dit difficile à tester, difficile à maintenir, chacun ajoute son truc. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet, mais c'est assez représentatif de ce qu'on avait là-bas. Alors, donc à ce moment-là, il fallait un peu revoir nos attentes. On est arrivés tous en mode cow-boy. Ça y est, dans 3 mois, le continuous delivery, il y est. Mais non, en fait, on avait beaucoup de problèmes, on avait beaucoup de dettes techniques, donc on est passé de là à là. Alors, du coup, on a vu chaque application avec les équipes, on s'est penché sur la question comment est-ce qu'on, entre guillemets, commence à payer cette dette en termes de tests, en fait. Et c'était un peu le chemin qu'on a dessiné ensemble, c'est-à-dire que nous, on était là au début, il y avait quelques tests qui existaient, enfin, ça dépend des applications, il y avait des applications qui avaient plus ou moins de tests que d'autres. Et par exemple, on a une application pour laquelle un bout de fonctionnalité était côté front, et l'autre bout de la même fonctionnalité était dans une procédure stockée dans la base. Donc c'est hyper compliqué à tester. Donc on s'est dit, tiens, pour ces applications-là, on commence par écrire des tests end-to-end. Déjà, on essaye de bien nommer ces tests, on essaye de... Alors là, c'était un parti pris, on a essayé de faire un peu de... Pas de BDD, mais on a essayé d'utiliser Concombre pour faire ces tests-là, et on s'est assis avec les business analysts pour vraiment essayer de trouver l'intention et la fonctionnalité qu'on voulait tester. Donc on est parti de là, on est allé là, parce que à ce moment-là, c'est ce qu'on pouvait faire, et on a fait un système, une espèce de pendule en fait.
Parce qu'on a rajouté des tests end-to-end. OK, donc il y a un minimum de tests, je passe côté code, je refactor un peu, et je commence à challenger mes tests et à descendre mes tests, en fait. Parce que le design, il s'améliore au fur et à mesure. Et à un moment donné, j'essaye de faire ce chemin-là, en fait. C'est comme ça qu'on s'est mis d'accord pour payer cette dette-là. Et comme l'a dit Diego, payer la dette en BSTFR, c'est pas possible. Donc quand ils sont venus me voir et pour voir comment on pouvait faire pour dégager du temps et essayer de vendre au business, de mettre de l'argent, hein, de nous donner du temps pour payer cette dette, on a été leur expliquer. On a été leur expliquer, on a dit voilà, on a une dette, si jamais on continue à augmenter le périmètre fonctionnel de l'application, de la plateforme et qu'on n'arrive pas à payer cette dette qu'on avait depuis un certain temps, ça va finir par exploser, ça va plus marcher. Donc en parlant avec eux, on a dit ok, on va faire un 80-20, on va continuer à faire 80 fonctionnels et puis on va prendre 20% du temps des devs pour traiter de la dette. Donc on est parti comme ça. Comme ça, l'équipe était contente d'un côté parce qu'elle avait le temps de payer une partie de la dette, on l'a priorisé et ça évitait aussi pour le client d'avoir une application qui serait à terme vraiment legacy et sur laquelle on ne pourrait plus du tout investir. Il faut bien comprendre que la théorie, je ne sais pas si vous connaissez un peu la théorie des 80-20, c'est avec 20% du temps, on peut résoudre 80% des problèmes. Et les 20% restants prennent 80% du temps. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que 20% de nos temps, on pouvait quand même résoudre pas mal de gros soucis qui allaient beaucoup nous simplifier la vie. Alors donc là, on a un peu adressé cette première problématique. Il y avait de la dette technique. Maintenant, tout le monde est plus ou moins formé aux pratiques de test, TDD. Tout le monde sait faire du clean code. Tout le monde sait plus ou moins s'attaquer à du code legacy. On a fait des katas là-dessus. On a un peu changé le mindset des gens parce que maintenant, voilà, ils avaient les bonnes pratiques. Ils savaient comment s'en servir. Et d'un autre côté, on avait une stratégie de test et on avait le temps pour payer cette dette technique. Donc, on a commencé à avoir des résultats. Mais ce n'est pas fini. On s'est pris encore des murs. Donc là, je vous laisse deviner ce que c'est. C'est pas fini. Hein. Vous en voulez encore? Non, bon, on va s'arrêter là. Donc oui, quand on est arrivé, on s'est retrouvé avec 192 branches. Donc c'est pas rien. Et donc on a dû trouver une solution. Alors, donc, vous doutez bien qu'avec autant de branches, c'est hyper compliqué à réaliser. Okay. Donc, Continuous Delivery, c'est pas aujourd'hui. Donc, du coup, c'était vraiment un enfer de gérer toutes ces branches-là. Alors, elles n'étaient pas toutes actives. Il y avait entre 10 et 20% qui étaient actives. Mais c'était quand même hyper compliqué parce qu'à ce moment-là, il y a eu une problématique de scaling. Donc, on créait des nouvelles équipes, on essayait de monter à l'échelle. Et du coup, les gens, comme le niveau de qualité n'était pas tout à fait ce qu'on voulait que ce soit, les gens, ils essayaient de s'isoler parce qu'ils ne voulaient pas se laisser contaminer par d'autres commits ou par des gens qui cassent peut-être le build. Donc, c'était vraiment hyper compliqué. Et du coup, les gens étaient dans un état d'esprit style « Bon, j'ai fini mes devs, j'envoie un mail à tout le monde, un mailing list, disant « Voilà, vous pouvez merger. » Et donc, avant de chaque release, il y avait un gars qui se chopait tous les merges. Et alors, on a mesuré, c'était 2 personnes à temps plein pendant 2 semaines. Et, moi je faisais des congés perso à ce moment-là. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Alors, comment on a réglé ça? Donc, on a utilisé un pattern de l'industrie qui s'appelle le Trunk-Based Development, qui est hyper simple. Pour tous les repos, on laisse juste une branche qu'on va appeler le trunk, ou la main, ou la master, ou la mainline, comme vous voulez. Et toutes les équipes vont travailler là-dessus. Donc, l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C, tout le monde commit sur le même tronc, pour chaque application. À un moment donné, on va faire une code freeze, parce que là, on parle de code legacy, on n'a pas encore la couverture de test qui va bien, donc il faut qu'on fasse un code freeze pour qu'il y ait un peu de test manuel, stabiliser un peu les choses. À ce moment-là, on va tirer une branche, c'est la seule branche qui a le droit d'exister, qui s'appelle la release branch. Du coup, les autres équipes continuent à travailler sur des fonctionnalités, elles vont committer sur le tronc, donc c'est les fonctionnalités qui vont partir dans la release d'après. Mais s'il s'agit d'un bug, il faut qu'on remarque ce bug dans la branche de release. On va faire un cherry pick. On va prendre le bug et on va l'appliquer sur la branche de release. Ce qui se passe après, on va faire la livraison. Donc, on va livrer la branche de release et là, on kill la branche de release. Donc, on va avoir un process comme ça, en fait. Il y a des branches de release qui vont partir du trunk à chaque fois. Alors, donc, à ce moment-là, on s'est tous posé la question, mais non, ça va être le bazar, tout le monde qui commit sur le tronc, donc ça va casser, ça va pas être stable. Donc on a mis des dashboards Jenkins à côté de chaque équipe, à Paris, à Bangalore, et comme ça, dès que quelqu'un faisait un push, donc on avait un feedback continu pour dire si quelqu'un avait cassé ou pas
l'application. Okay, donc ça nous a permis de raccourcir la boucle de feedback. C'est comme un avion en fait. Vous prenez un avion, vous prenez la mauvaise direction, il vaut mieux qu'on le sache, je sais pas, 1, 2 minutes, 3 minutes plus tard que 2, 3 heures, 4 heures plus tard. Okay, sinon ça peut être trop tard. Il n'y a plus d'essence après dans l'avion. Alors, c'est pas fini. Parce qu'il y a un deuxième mur. On livre quand? Parce que forcément, tout le monde commit sur le master, et au bout d'un moment, il y a un peu des bouchons, quoi. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour essayer, quand la branche de release est tirée, qu'on s'organise. Et là, on a mis en place le release train. Alors, quand on parle de release train, on parle de release train au sens Spotify, pas au sens safe. Okay, alors, c'est quoi le release train au sens Spotify? Imaginons que, alors on va prendre en exemple le cas des applications legacy. Okay, imaginons qu'on a plusieurs sprints et on a séparé les sprints par 3 semaines. Okay, alors, ce qu'on a constaté avant tout ça, c'est que imaginons qu'ici, lors du sprint N+2, on a fait une code freeze. Donc, on a mis à disposition une nouvelle version du paquet. Donc, on a constaté qu'il nous fallait 2 semaines de tests de nos règles réalisées par les équipes, 2 semaines de tests UAT, parce que là, on invitait les utilisateurs pour venir tester avec nous, et après 2 semaines de certif technique, en fait. Donc là, c'est les équipes de prod qui vont prendre l'application, ils vont tester pour voir si tout va bien. Donc là, ça fait 6 semaines. Okay, donc, à partir du moment où on faisait une code freeze et on mettait à disposition une nouvelle version, il fallait encore attendre 6 semaines pour que ce soit validé, testé comme il fallait. Donc, Continuous Delivery, bonjour. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est notre capacité d'exécution aujourd'hui. On va caler 2 sprints de développement avant, comme ça on va faire une petite, entre guillemets, un pipeline de développement, parce qu'à chaque 6 semaines, on sera capable de faire une code freeze et mettre à disposition une nouvelle version. Donc, avec ça, on va voir ce qu'on appelle un time to deliver. À partir du moment où il y a une demande qui est prise en compte dans un sprint jusqu'au moment où elle est mise en production, on a 12 semaines. Bon. C'est pas terrible, on est d'accord, quand on parle de continuous delivery, mais c'est ce qu'on était capable de faire à ce moment-là. Et on l'a formalisé. Mais Diego, moi, le souci, c'est que moi, dans ma nouvelle application, toute belle, moi, je suis capable de délivrer le time to market en 3 semaines. Je développe, et comme j'ai tous les tests qui vont bien, je suis capable de faire des livraisons toutes les 3 semaines. Donc, il va falloir qu'on trouve un compromis. Alors, je propose, David, que tu enlèves tous les tests, donc tu tombes dans le cadre du code legacy, et là, on n'a pas de problème. Pas mal. Non, alors on va faire plutôt dans l'autre sens, parce que la différence, c'est que quand on regarde ici, vous voyez, c'est entre guillemets du cycle en V encore, parce que vous voyez, il y a bien une étape de dev, il y a bien une étape de test. Alors, ce qu'il disait David, c'est qu'effectivement, là, c'est plus sympa parce qu'on a le test et le dev qui est fait en même temps. Donc, on casse les silos, on bosse ensemble et on fait de l'agile. Okay, comment on a fait pour faire cohabiter ces 2 modèles? Donc, comme disait David, dans le cadre de la nouvelle plateforme, à la fin de chaque sprint, on était capable de livrer en production, en fait, parce que la nouvelle plateforme a été démarrée avec le bon niveau de test, les gens ils faisaient du TDD à fond, les gens ils testaient, il y avait les BA et les PO qui étaient au taquet, il y avait une bonne validation. Donc, à la fin de chaque sprint, on livrait en prod, et on a calé un train de release à la fin de chaque sprint qu'on a appelé le TGV. C'est notre TGV à nous. Okay, donc, comment ça se passe? Ça se passe comme ça, en fait. À la fin de chaque release, il y a un train qui part. Okay, par contre, ça, c'est pour la nouvelle plateforme. Par contre, pour la partie legacy, ce n'est pas aussi simple, parce qu'à la fin des 6 semaines de développement, on met à disposition une nouvelle version, et il nous faut 6 semaines pour tester, pour valider. Et au bout de ces 6 semaines, on peut dire qu'il y a un train qui part. Donc, c'est notre train à couchette, c'est notre Transilien ou ce que vous voulez. Et donc, du coup, on a mis en place un système à 2 vitesses. Okay, donc, on a projeté, on s'est mis d'accord sur les dates de chaque train. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le deal était le suivant. Si moi, en tant que feature team, pour développer ma fonctionnalité, je touche seulement la nouvelle plateforme, je peux prendre le TGV. Fin de sprint, je livre en prod, pas de souci. Par contre, si pour ma fonctionnalité, je dois toucher la partie legacy, je suis entre guillemets contaminé. Et donc là, il faut que j'attende le train couchette. Okay, mais sur le legacy, on n'a quand même pas fait, on n'a pas rien fait. On a quand même réussi à décroître ces 6 semaines de certification. Et aujourd'hui, on est à peu près à 4. Le but, c'est qu'on arrive en ajoutant de l'automatisation à venir à 3 pour qu'on arrive à faire une phase de développement, une phase de certification pour qu'on puisse livrer en TTM 6 semaines. Ça, c'est le but sur le legacy. Voilà. On y est bientôt. Ouais, on y travaille. Parce que, rappelez-vous, quand je vous ai montré la stratégie de test, en fait, plus on avance dans notre stratégie de test, plus on arrive à réduire cette étape de test manuel. C'est cool, non? Vous êtes fatigué, c'est ça? Vous êtes un peu... Alors,
en fait, ce qui est cool avec ça, c'est qu'avec les trains de release, on a pu se projeter dans le temps, on a pu prendre un calendrier et dire bah là, 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 là et là et là, il y a des trains qui partent. Ok. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour aller discuter avec le business, avec des dates de release, en disant bah voilà, telle ou telle fonctionnalité, je peux livrer là, mais par contre là, c'est un peu trop tôt, là, c'est un peu trop tard. Donc ça améliore vachement les échanges, la communication avec le business. Un autre truc sympa aussi, notamment pour la partie legacy, c'est que c'est pour le code freeze en fait, parce que avant les équipes faisaient des codes freeze un peu, bon bah je fais des codes freeze, je peux faire un code freeze les gars, non attends, je n'ai pas fini. Donc là avec les trains, on sait qu'on est bloqué à 6 semaines, donc on a aussi les dates de code freeze et on a aussi mis sur le calendrier les dates de code freeze. Donc tout le monde est ok, tout le monde connaît ces dates là, donc c'est beaucoup plus simple. Alors après, c'est poser la question de savoir comment on allait gérer le temps entre le code freeze et la mise en production. On a 7 équipes. Les 7 doivent se préparer pour mettre en production, donc avec plus ou moins d'habilité, d'automatisation dans entre nouvelles plateformes et anciennes plateformes. Donc on a pensé à une organisation pour se réunir les 7 équipes autour d'un whiteboard. Donc on va décliner en 3 whiteboards différents, ça c'est le premier. Ça c'est une vision vraiment fonctionnelle, c'est-à-dire que chaque équipe vient poser un post-it avec la fonctionnalité qu'elle veut livrer en fonction de la date de release. Donc en colonne, vous avez date de release. Et en ligne, vous avez toutes les équipes. Donc vous avez toutes les familles Stark, là, qui sont, enfin pas Stark, toutes les familles Game of Thrones qui sont sur la gauche. Et donc chacun vient poser sa feature. Ça permet de voir pour X release quelles sont là où les équipes qui veulent livrer. Ça permet d'avoir une idée sur la complexité de la release et quelles équipes doivent participer à la préparation. Sur le whiteboard d'après, c'est la vision technique. Ça, sur la gauche, j'avais tous les modules techniques de la plateforme, nouveaux ou anciens. Et en colonne, vous avez les dates de release. Et en fonction des fonctionnalités à délivrer, il y a plus ou moins de modules qui sont intégrés à la release. Donc c'est plus ou moins complexe. Ça permet d'avoir une idée avec les ops de comment on doit organiser le travail, quel est le type de certif technique qu'il faut mettre en place, etc. Ça permet d'anticiper les actions à faire. Et enfin, le dernier whiteboard, c'est celui qu'on voit toutes les semaines. On se réunit toutes les semaines autour de ce whiteboard. C'est toutes les actions à faire au niveau de l'équipe, donc des 7 équipes, pour préparer au mieux la release à venir. Donc vous avez un code couleur sur les post-it, vous avez une couleur par release. Donc là, les post-it roses sont sur la release qui est en cours, et vous avez des post-it jaunes qui sont des releases, une petite release qui doit venir et qu'il faut préparer. Donc pareil, chaque équipe a ses actions, prépare la release, et vous avez une ligne pour les AOP, donc les ops, qui eux aussi participent à ce whiteboard avec le support fonctionnel pour que tout le monde se communique l'état d'avancement et les choses à faire. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ces tâches-là, il y en a beaucoup qui sont manuelles jusqu'à aujourd'hui. Et le but, c'est de ce board aussi, c'est au fur et à mesure des sprints, de prendre une tâche de temps en temps et essayer de l'automatiser. C'est ce que vous avez dans la ligne Continuous Improvement tout en bas. Voilà, ici. Voilà. Donc, forcément, donc là, c'était avant, une release par trimestre. Ça veut dire que on induit en production beaucoup de nouveaux codes. Qui dit de nouveaux codes dit des bugs potentiels. Personne n'est parfait. Et le fait de réduire le TTM, je pense que vous connaissez ça, hein, mais c'est que plus on fait des releases souvent, moins on introduit de nouveaux codes en production et donc moins de risques de bugs. Donc c'est vraiment là où on veut aller et on veut aller très vite. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a encore des murs qui nous attendent. Quand le freeze arrivait, il y a certaines équipes qui nous disaient « mais hey, on n'a pas terminé, nous, tu peux pas tirer la branche ». Et là, c'était la catastrophe, parce que tout le monde pâtissait de ce petit retard. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur dans ce mode-là. Donc on a dû mettre encore une solution en place. Okay. Alors, donc, on a fait du toggle, okay, parce que tout le monde était sous le tronc, comme disait David, et on était vraiment dans ce mode-là, en fait. Il ne fallait pas se rater sous le tronc, en fait. Okay. Et du coup, comment ça a marché? Imaginons qu'on a 2 équipes là. Imaginons que l'équipe A commence à développer les fonctionnalités A et B. Imaginons que l'équipe l'équipe 2 commence à développer la fonctionnalité C. Donc là, il y a un train qui passe. Okay. Alors, qu'est-ce que je livre en prod, à votre avis? Quelles sont les fonctionnalités que je livre en prod? Non, personne. DC, ouais, mais désactivé. Okay. Donc on est d'accord, hein. Là, ce n'est pas encore fini, mais ça doit partir en prod quand même. Je vais livrer en prod quand même, mais désactivé. Okay. Le client ne va pas pouvoir les utiliser. Si on pousse l'exercice jusqu'au bout, il y a un deuxième sprint. Là, ça va être pareil. Je vais livrer B et C, mais C, comme elle n'est pas finie, c'est un peu, on va la désactiver.
comment on a mis en place le Toggle? Notre première version de Toggle, à votre avis, c'est quoi? Alors, c'était vraiment ça. Et moi, j'ai codé avec les gens, on a mis ça en prod, on a testé, ça marche du feu des dieux. Ok. Mais on ne peut pas garder ça, parce que c'est de la dette. Ok. On est d'accord, on est entre nous, on est des craftsmen, c'est un peu sale. Mais ça nous a permis déjà de démarrer. Au début, au lieu de se pencher sur la solution optimale, mettre en place des frameworks, des trucs pour gérer ça, on a commencé simple et après on a itéré. On a fait une deuxième itération et on a sorti tous les toggles dans des fichiers properties, donc on les a sortis du code. Et ces fichiers-là, on a mis dans Deploy. Okay, dans Deploy, c'est notre outil de gestion de déploiement. Donc, l'avantage, c'est que c'est un peu plus propre, tout est dans des fichiers properties, mais l'inconvénient, c'est que pour activer et désactiver un toggle, je dois encore redéployer l'application. Actuellement, on fait notre troisième itération de Toggle. Donc là, on a choisi ensemble un framework qui s'appelle FF4J, ce qui va nous permettre de gérer un peu les toggles de manière un peu plus dynamique. Donc c'est un peu plus simple à gérer et un peu plus safe en fait. Il y a des fonctionnalités, par exemple les profils, ça me permet d'activer, désactiver des fonctionnalités pour des utilisateurs et pas pour d'autres. Mais par contre, il y a encore des murs. Il y a encore un mur. Parce que bon, bah, là, on connaît les dates, on est capable de désactiver et activer, mais on avait un problème d'environnement. Parce qu'on a scalé rapidement, mais dans le feu de l'action, on a un peu oublié un aspect qui est important, c'est des environnements. Donc c'était du genre, tu me prêtes ton UAT pour que je puisse faire mes tests, etc. Et ça devenait très très compliqué et avec les équipes qui augmentaient. Alors c'était vraiment un marché noir d'environnement parce que à un moment donné, comme on a grossi un peu trop vite, en fait, les équipes elles sont parties avec des environnements sous le bras. Et il y avait des dialogues, comme disait David, style bon bah je te file ma perf, mais tu me files ton UAT derrière. Et du coup c'était assez malsain. Et derrière, quand on faisait des codes freeze, on avait du mal à trouver des environnements ou déployer les applications. Donc on a fait une refonte des environnements. On a mis en place une pipeline d'environnement, donc un concept continuous delivery, et on a commencé avec un environnement d'integ. Cet environnement d'integ, il est utilisé plus par les développeurs, et dès qu'il y a un push, quelque part, il y a un déploiement qui est fait automatiquement. Donc les développeurs sont capables de tester sous cet environnement-là ce qu'ils ont développé il y a 5, 10, 15 minutes avant. Alors, c'est potentiellement instable, en fait, parce que qui dit push dit déploiement, qui dit déploiement dit redémarrage de service, redémarrage de Tomcat ou autre. Okay. Donc, si mon test dure longtemps, peut-être qu'il y a un autre build qui se déclenche et il va redéployer. Mais ça nous permet de tester notre conf de test. Là, par exemple, des fois, quand on oubliait des propriétés déployées qui étaient nécessaires au déploiement, le build, il failait. Et du coup, c'était vachement bien de choper ces problèmes-là au plus tôt. Ensuite, on a mis en place un environnement d'homologation. Donc là, c'était plutôt pour les testeurs, il est QA, il est BA. Et là, il y avait un déploiement par jour. Donc toutes les fonctionnalités qui avaient été développées la veille, elles étaient déployées là le soir. Donc les BA, les testeurs, ils faisaient des tests là-dessus. Ensuite, rappelez-vous, on tire une branche de release. Cette branche-là, on va déployer en UAT. Okay. Donc là, on invite les utilisateurs pour venir tester avec nous. Et donc, c'est un déploiement par sprint. Après la pré-prod, okay, donc là, on rend la main aux ops, donc l'opération qui vient valider et voir si tout se passe bien. Et ensuite, la production. Alors, mais ce n'est pas fini, hein. Il y a une question qui se pose encore. Ouais, la question de la pérennité, parce que là, on a travaillé sur les équipes en place, et il va falloir aussi travailler sur les futures personnes qui vont arriver dans l'équipe. Donc, la tâche du recrutement et savoir qui va venir nous rejoindre. Ouais. Et à ce moment-là, on s'est mis d'accord entre nous. Par exemple, on a fait beaucoup de choses. On aimerait que les personnes qui nous rejoignent, ils arrivent avec cette culture déjà, de cette culture de craftsmanship, d'agilité. Ou du moins qu'ils ont l'esprit ouvert voilà, sur ce type-là. Voilà. Et donc, du coup, on a mis en place un nouveau processus de recrutement qui est basé sur 4 principes, en fait. Le premier, c'est que les développeurs ils commencent à faire passer des entretiens. Donc, on sort du mode, oui, c'est peut-être un manager qui n'est plus dans le code depuis longtemps, qui ne sait pas trop échanger avec un développeur et voir son état d'esprit. Donc là, il y a les développeurs qui font passer les entretiens et c'est les développeurs qui disent oui ou non. Ensuite, on se concentre plus sur l'état d'esprit de la personne que sur une telle techno. Donc, c'est fini les entretiens. Ah, tu connais Hibernate? Oui. Tu connais Spring? Oui. Tu connais machin? Oui. Donc, viens. Donc là, c'est plus comment tu vois la qualité, comment tu testes, comment tu vois le design de ton code, comment tu fais de ton développement. Ensuite, on essaie de créer une nouvelle culture, un cercle vertueux en fait. On essaie de
prendre avec nous des gens qui vont nous challenger, qui vont nous aider à avancer, pas dans l'autre sens. Okay. Et ensuite, le dernier, c'est on fait faire des katas, okay, des trucs hyper simples, Fizzbuzz ou des trucs du genre, mais juste déjà pour faire en sorte que les gens codent et qu'on code avec eux et qu'on essaye de s'amuser avec eux et qu'on voit comment la personne elle code, comment elle nomme ses variables, est-ce qu'elle fait des tests, est-ce qu'elle se soucie de la qualité. Là, il y a un entretien qu'on a fait passer. Et les résultats? Alors les résultats. Bon, déjà, on a une nouvelle culture. On a une nouvelle culture au niveau de l'équipe, ça c'est clair. On l'a dit, on prend des gens qui ont plus cette culture-là, ça nous challenge, donc on avance plus vite. On a une prise de conscience de la valeur métier des demandes, parce que les développeurs, David, plus ses collègues, eh ben, ils sont plus en relation avec le métier. Donc ils arrivent à comprendre cette demande pour mieux développer et fournir un produit final qui va être beaucoup plus en phase tout de suite. On a une amélioration de la qualité globale, on l'a parlé, avec directement le bon niveau de test, du clean code, etc. Et une amélioration du time to market, notamment avec la nouvelle plateforme. David, je te laisse faire. Donc, où on est maintenant? Construire un bon produit, c'est trois choses. C'est construire le bon produit, c'est-à-dire qu'il répond vraiment à un besoin. Construire correctement le produit, avec des outils, des frameworks adaptés. Bon design, et des bons designs, exactement, le bon niveau de test, et bien sûr le construire rapidement. Donc l'endroit idéal, c'est la jonction de ces trois éléments-là. Aujourd'hui, j'estime que on se situe ici. Ça veut dire qu'on fait le bon produit, on a compris qu'il fallait répondre aux besoins et on le fait bien, on le construit correctement. Par contre, on n'est pas encore assez rapide. Donc, c'est pour moi les prochains challenges. Alors les prochaines challenges, parce que là, vous comprenez, on a fait beaucoup de choses l'année dernière, et cette année, on est reparti au taquet pour ces différents points-là. On va aller vite, il nous reste peu de temps. Déjà, vous l'avez compris, le time to market, aujourd'hui, il n'est pas encore idéal. Donc on veut vraiment s'attaquer à tout ce qui est automatisation pour le time to market. Mieux mesurer la valeur. Métier, c'est comment nos utilisateurs utilisent nos applications, et ça, on veut le mesurer. Pour l'instant, on n'y est pas. Pareil pour la partie monitoring de production, pour le support, anticiper les problèmes des utilisateurs et pas les découvrir une fois, que ce soit eux qui les découvrent. Explorer les comportements, donc ça revient au parcours UX. On disait tout à l'heure, on avait des UX dans nos équipes. Ils ont envie de comprendre un peu le canal d'utilisation de nos applications pour être meilleurs en termes d'ergonomie et de design de nos applis. Reproduire le même modèle à l'étranger. On a parlé de Paris et de l'Inde. Il faut que l'Inde soit au même niveau que Paris, et ça, on est en train d'y travailler. Et de renforcer la culture, toujours et encore, pour que les équipes soient auto-apprenantes, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de coach qui les poussent vers l'avant, mais qu'eux-mêmes ont envie d'avancer. Donc pour ce faire, comment on va y arriver? Déjà, on a un gros travail actuel sur l'infra as code pour pouvoir faire justement des environnements à la volée. Vous avez vu que c'était un gros souci qu'on avait, et à améliorer le time to market grâce à ça. Faire du blue-green deployment pour aider à avancer plus vite et de ne pas perturber l'utilisation de la plateforme malgré nos releases fréquentes. Une culture DevOps, c'est-à-dire embarquer les ops dans le travail au quotidien, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup poussé par le dev, et donc il faut qu'on intègre ces ops. Le monitoring et les automatisations de tests pour justement arriver à des tests plus rapides, plus proches du dev, et pas attendre la fin de la release, ou en tout cas la préparation de la release pour y arriver. Diego, donc là, oui, je suis là. Donc là, on estime qu'on a fait cette partie-là, ok. Donc on a fait de l'agile, on a fait de l'intégration continue, on a mis en place le continuous delivery. Et là, on va vraiment travailler sur la partie collaboration avec les ops pour pouvoir plus collaborer et automatiser ce qui n'est pas encore automatisé. Et vraiment aller jusqu'au bout, ok. Alors, donc, merci voilà, beaucoup. C'est la fin de la présentation. Merci à tous. Je tenais à remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, cette transformation. Ça n'a pas été facile. Vous avez vu, vous avez beaucoup de monde qui a travaillé là, et ça a été fait grâce à l'esprit d'équipe. Ça a été fait grâce à l'engagement de chacun, à David, à Diego, mais aussi à tous ceux qui sont dans la salle et qui ont été dans ces équipes-là. Donc merci à eux. Et puis, si vous avez une question ou deux questions, il nous reste 1 minute avant que tout s'éteigne. Oui. On est déjà. Laisse, aujourd'hui, il y a 7 feature teams. Oui, alors est-ce que c'est scalable en fait? Est-ce que c'est réaliste dans 50 développeurs? Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on est 7 feature teams, bientôt 8. Il y a 5 développeurs par feature team, donc on est 45 à Paris de développeurs, entre 40 et 45 développeurs à Paris. Il y a une quinzaine de développeurs en Inde.
Voilà, et là, on est en train de monter une équipe. Donc, je pense que le modèle il est scalable. Il marche aujourd'hui avec ces nombres de personnes. On voit encore qu'on manque d'automatisation. Donc, je pense que pour pouvoir y arriver, il faut automatiser. Il faut quelque chose qui soit complètement industriel et on n'y est pas encore. Alors, vous avez 20 secondes s'il reste des questions. Sinon, on peut dernière. échanger après. Sinon, on est là après. Bon, bah, venez nous merci. voir. Merci Merci beaucoup. beaucoup.